Ravi de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel du Talk Afrique consacré aujourd'hui au Soudan. Plus de 2 mois après la chute de l'ex-président Omar el-Béchi et après le massacre de Khartoum qui a fait plus de 128 morts et plus de 800 blessés parmi les civils, la situation politique est encore dans l'impasse au Soudan. Les civils et les militaires peinent à trouver un consensus pour mener à bien la transition. Et pour décrypter la crise qui secoue le Soudan justement, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Arthur Banga, enseignant-chercheur spécialiste des questions militaires. Bonjour. Merci. Et avec lui, Sylvain Debailly, journaliste consultant. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, on sait que le 11 avril 2019, c'était l'annonce de la chute d'Omar el-Béchi. On se disait que le pays entamait alors une nouvelle ère. Les civils auraient enfin le droit à la gestion du pays. Mais quand on fait le constat à l'heure actuelle, le constat est vraiment tout autre. L'armée est encore la pièce maîtresse des lieux au Soudan. Que vous inspire cette situation? Je pense déjà que depuis le 11 avril, l'armée n'entendait pas lâcher du lest tout de suite et maintenant. L'armée avait voulu participer à la gestion post-Béchir. Pour rappel, c'est une révolution en quelque sorte qui va faire chuter Béchir. L'armée estime qu'au dernier moment, elle a pu participer à cette révolution et que de fait, elle pouvait participer aussi à la gestion. C'est dans la répartition des tâches, la répartition des postes, l'influence que l'armée doit avoir dans la suite de la transition qui est aujourd'hui le cœur de toutes les difficultés que connaissent aujourd'hui les Soudanais. Mais quand on regarde un peu la situation au Soudan, quand on a vu cette effervescence-là le 11 avril, au lendemain du 11 avril, quand même on s'attendait à ce que l'armée passe le relais aux civils. Oui, et moi c'est ce que je voulais appeler une révolution confisquée, parce que cela voudrait dire que l'armée n'a pas compris le message du 11 avril, sinon le message même de la contestation qui a commencé, il faut le dire, depuis décembre 2018 et qui s'est amplifié au fil du temps. L'armée n'a pas compris. Et c'est vrai, on peut peut-être comprendre la position de l'armée parce que c'est un pays qui a une tradition militaire et toute chose nouvelle fait peut-être peur, mais il faut que l'armée comprenne le message du peuple qui est allé chercher cette démission de Omar el-Béchi en faisant les sit-ins des jours durant devant le camp de l'armée. C'était tout un message et c'était tout un symbole dans un pays où la moindre contestation était réprimée dans le sang. Mais justement, la moindre contestation était réprimée dans le sang. On sait que cette révolution, elle a commencé avec l'augmentation de la baguette du prix de pain. 2 mois après la chute d'Omar el-Béchir, le prix de la baguette du pain n'a toujours pas baissé, mais ce n'est plus les revendications des populations. Est-ce que ce n'est pas une récupération politique, purement politicienne? Ça n'a jamais été. La baguette du pain, le prix de la baguette du pain, si j'aime bien cette expression, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Il y a derrière, d'ailleurs, les premiers slogans qui sortaient, c'était des slogans qui attaquaient déjà ce gouvernement de voleurs. Voilà. Pour les manifestants, c'est la dernière phase d'un processus long. Et derrière le pain, c'est la chute de l'économie, c'est les injustices, ce sont la mauvaise gouvernance, la dictature. Tout ça qui est symbolisé par la chute du pain, ce n'est pas que le pain. Le pain est la dernière face de l'expression de ce ras-bol du peuple qui dure depuis bien longtemps. Mais justement, ce que je fais comprendre, c'est qu'à l'instar du prix de la baguette de pain, rien n'a forcément changé. Rien n'est mis en place quand même pour aller dans le sens d'apaiser les tensions sociales. On n'est qu'au débat purement politique. Oui, mais il est peut-être trop tôt pour le dire, mais le prix du pain qui passe du simple au triple, comme il le dit, c'était exaspérant. Et il faut peut-être attendre que les choses se mettent en place parce qu'on sort d'une longue tradition, disons, militaire, une ère Béchi qui est marquée par certains réflexes. Ce n'est pas du jour au lendemain que ce pays va retrouver de nouvelles habitudes. Donc, à mon avis, c'est trop tôt. Il faut que le peuple accentue la pression et savoir aussi ce qu'il veut. Malheureusement, l'opposition qui devait porter ce combat
est si émiettée que les intérêts divergent en ce moment. Et quand on observe bien, c'est vrai, vous le dites, les changements attendus ne sont pas encore arrivés, mais quand on observe, on voit qu'il y a une sorte de fléchissement parce que on se tiraille un peu partout, même entre les civils à qui l'on souhaite qu'on passe le pouvoir. Mais justement, quand vous regardez un peu la composition de l'échiquier politique, on ne peut pas dire que l'opposition part émiettée quand même. Ils se sont tous regroupés au sein d'une alliance pour revendiquer d'une seule voix lors des négociations avec l'armée. Mais est-ce que le mouvement est politique? Est-ce que c'est l'opposition qui en donne le mouvement? Le mouvement est spontané, il est civil, c'est un ras-bol, c'est une grosse coalition qui va se mettre autour. Donc, mais il s'est organisé au fil du temps. Au fil du temps, oui, mais le rôle des partis politiques, et d'ailleurs c'est une réflexion qu'on peut avoir dans le déclenchement de ce processus, il n'est pas tellement évident ce qui fait aujourd'hui ces partis politiques-là n'ont pas forcément la légitimité qu'auraient eu des partis qui auraient enclenché eux-mêmes la révolution. Donc c'est une révolution qui est partie spontanément, une révolution populaire. À partir de ce moment se pose toute la question de cette gestion de la révolution populaire, justement. Qui doit gérer? C'est justement quand on va finir de régler cette question qu'on pourra entamer les démarches pour justement essayer d'agir sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan de la liberté et de la démocratie. Voilà. Et en ce moment-là, je pense que la grosse question aujourd'hui que se posent les militaires, c'est qu'ils ne veulent pas être absents de la gestion, ne pas être absent de la transition. Parce que, quoi qu'on dise, l'armée reste la seule force organisée réellement, mais l'armée a bien compris. En fait, ce n'est pas qu'elle n'a pas totalement compris, elle a compris la question, mais elle a reprise pour essayer de conserver certains de ses avantages, protéger certains de ses intérêts, ce qui est contraire à l'idée des manifestants qui veulent 100% un changement radical, donc qui demandent à cette armée justement de entre guillemets, dégager, si on peut employer ce terme. Mais justement, demander à l'armée. Justement, je voudrais ajouter que si l'armée cherche peut-être à protéger des intérêts, c'est que cette armée n'est pas au sein du peuple. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? J'ai l'impression que là, il y a une crise de confiance entre l'armée et le peuple. C'est dire qu'il n'y a pas une inclusion entre l'armée et son peuple, d'où la peur qui est suscitée. Tout le monde a peur de l'après-Béchi, surtout l'armée qui a peut-être cassé beaucoup. Mais c'est tout à fait normal. Je me rappelle cette célèbre phrase qu'on a entendue en Côte d'Ivoire, ne sort pas d'une crise comme l'Indie Gala. C'est tout à fait normal. Pendant 30 ans, il y a des choses qui ont été commises. Souvent par des gens qui ont été que des instruments, à quel moment on se situe, voilà, donc faut-il repartir de nouveau en abandonnant certaines choses. Donc il faut pas qu'on ait une révolution contre l'armée, parce que l'armée fait partie de la société, l'armée fait partie des piliers de cette nation, donc elle veut quelque part, je comprends qu'on soit opposé à ça. Soudainement même, je ne suis pas sûr que je vais accepter une place importante dans l'armée dans la transition. Voilà, donc, c'est donc ça là que c'est délicat dans ces révolutions populaire menée de partout, de nulle part en même temps, au moment de diriger, trouver la personne ou les personnes qui vont incarner ou gérer ça, c'est pas la chose, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est pas pour autant impossible. Je pense qu'on va aborder les solutions, on pourra proposer des choses. Nous allons revenir tout à l'heure. La question est un peu, il y a une petite similarité entre le Soudan et l'Algérie. Il y a un président qui part et l'armée toute puissante qui agit. Quand on voit le cas par exemple de l'Algérie, ils ont mis quand même en avant une personnalité civile et l'armée est quand même à côté et gère son rôle. Est-ce que ce cas-là n'aurait pas pu adoucir un peu la situation du Soudan? Mais moi, je voudrais dire à ce niveau que l'Algérie et le Soudan, c'est vrai, ils sont peut-être pas très loin, mais ce n'est pas la même histoire. Ici, il y a l'histoire qui intervient. Vous savez que le Soudan, c'est un pays qui pratique le fédéralisme et qui a traversé au cours de ces 30 dernières années quand même beaucoup de situations qui ne sont pas pareilles comme en Algérie. En Algérie, il y avait une sorte de cohésion entre le peuple et son armée, ce qui n'est pas le cas toujours au Soudan, où l'armée s'est habituée à la répression sous Béchir. Je serais un peu divergent avec vous, parce qu'il n'y a pas tout, mais il y a quand même un point commun, que ce soit dans les deux révolutions, dans le rôle de l'armée. D'ailleurs, les questions que se posent les Soudanais aujourd'hui, les Algériens se les posent.
Voilà. Parce que dans ces deux cas, on a un système militaire qui est fort. Tout le système politique s'est appuyé sur le système militaire. Oui. Ce sont d'ailleurs des fruits des gens qui émanent de l'armée qui dirigeaient ces deux pays. Et c'est des gens qui émanent de l'armée qui, d'une manière ou de l'autre, ont été victimes de ces révolutions. Voilà pourquoi, en Algérie comme au Soudan, quand l'armée veut prendre une part active dans la gestion de la transition, d'ailleurs, en Algérie, hier, le gars a clairement dit que ceux qui sont contre l'armée sont contre l'Algérie. Parce que dans ces deux cas, l'armée veut jouer, veut récupérer en quelque sorte, alors que pour le peuple, l'armée fait partie du système qui gouvernait jusqu'à présent. Voilà, c'est là la similitude. D'ailleurs, c'est pour ça que ces deux révolutions ont toutes les deux actuellement un gros point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas si l'armée va, entre guillemets, voler ces révolutions, parce que dans ces deux pays, l'armée a joué un rôle très important dans le système politique en place, et les gens n'ont pas confiance, se disent que le changement ne peut pas s'opérer avec ces armées-là. Et justement, le changement ne peut pas s'opérer avec ces armées. On a vu aussi, je préfère prendre le cas de l'Algérie qui est un peu frais dans la mémoire et dans l'esprit des gens. Quand on voit au niveau de l'Algérie, les populations s'évertuent à faire tomber un système. Ils n'ont pas cherché à faire tomber Bouteflika simplement, c'est tout un système. Alors qu'au Soudan, on fait juste tomber Omar el-Béchir et l'armée quand même, ceux qui sont là, seraient ces hommes aussi. C'est justement l'ambition de la révolution soudanaise aujourd'hui. C'est pour ça que les Soudanais ne veulent pas que l'armée prenne une part importante dans la transition. Parce que c'est le système. Ils ont été, que ce soit en Algérie comme au Soudan, on est tous soulagés que l'homme qui incarne ce système parte. Mais derrière, on est vigilant face à ce système. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui, les gens sont encore dans la rue à Alger et encore dans la rue à Khartoum, parce qu'ils ont bien conscience qu'au-delà de ces personnes, c'est tout un système. Voilà pourquoi dans ces deux pays, on a quasiment les mêmes réactions face... Vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait, je partage le point. Mais en même temps, ce qu'il faut ajouter également, c'est qu'ici, dans le cas du Soudan, l'armée revendique... une partie de la chute, en partie la chute de Omar el-Béchir, parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, sous la pression de la rue, que l'armée prenne ses responsabilités pour dire à Béchir stop. Donc, mais ce fut la même chose en Algérie. Oui, le processus n'allait pas aboutir si le chef d'état-major n'entérinait pas. D'ailleurs, comment il s'appelle, Bouteflika rentre. L'idée, c'est d'une transition qu'il dirige encore. C'est le chef d'état-major qui tape, qui propose la solution constitutionnelle. Donc, dans tous les deux cas, l'armée surfe finalement sur la révolution parce qu'elle comprend que pour protéger, peut-être, elle se dit, pour protéger le système, vaut mieux poser les revendications. Mais en Algérie aussi, comme au Soudan... Oui, mais on peut dire aussi qu'en Algérie, peut-être que l'armée a capté le message du peuple, le message de la révolution. Ce qui n'est pas le cas, enfin, au regard des faits, ce qui n'est pas le cas au Soudan où l'armée veut à tout prix s'imposer pour le rôle qu'elle a joué dans la chute de Béchir, si bien que elle tient fermement, mais en même temps qu'on analyse le rôle de l'armée, il faut peut-être mettre dans la balance également ses soutiens. Si cette armée-là tient encore... et qu'elle revendique cette place dans la transition, c'est parce que peut-être que derrière, elle a des soutiens internes, bien entendu, mais surtout extérieurs. Ces dernières années, il faut voir les pays qui ont soutenu, ou bien les systèmes qui ont soutenu Béchir, qui comptent encore dans la balance. Je veux parler de l'Arabie Saoudite, je veux parler des Émirats. Justement, pour revenir sur ce point, permettez-moi, on voit le chef de la transition militaire dans une situation difficile qui part au sommet des États arabes et qui revient. Et après, on nous dit qu'il n'y a plus de négociations avec les civils. Petit mouvement de manifestation. Le lendemain, l'armée se rétracte. On est ouvert aux négociations. Qu'est-ce qui vraiment fait le point d'achoppement entre civils et militaires présentement? Oui, mais c'est les pressions. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui fait le point d'achoppement? Moi, je dirais que peut-être qu'on n'a pas, d'un côté comme de l'autre, on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts, donc c'est sûr qu'il y aura toujours choc entre les deux entités, civiles et militaires. Tantôt... l'armée ne sait pas sur quel pied il faut danser. On dit qu'il n'y a plus de négociations. Et un autre moment après, on revient pour dire que les négociations reprennent. Et on ne sait même pas
comment faire aboutir ces négociations? Mais moi, je dirais que il faut que ceux qui ont peut-être de la voix, ceux qui ont peut-être de l'autorité, interviennent pour mettre les deux entités peut-être sur un même piédestal et enfin pouvoir faire accélérer ou alors faire aboutir ces négociations-là. Des entités qui ont la C'est voix. aujourd'hui la seule voie. C'est aujourd'hui la seule voie de sortie de crise. Parce que moi, je ne vois pas si dans cette tension-là, il pourrait y avoir une issue heureuse. Il faut la négociation. Et là où on est arrivé, il faut de la négociation. Parce que ça fait déjà deux mois que ça traîne après la chute de Béchir. Justement, vous parlez de porter haut la voix de certaines entités. On a vu l'Union africaine qui a pris des sanctions. Est-ce qu'il faut aller encore à des actions plus contraignantes pour ramener les deux parties à négocier? Avant de venir directement à cette question, j'aimerais qu'on comprenne d'abord quelque chose, que ce soit en Algérie ou au Soudan. On est dans deux pays. L'État algérien est né de la guerre d'Algérie. Et donc, dans cette guerre d'Algérie, l'armée et le FLN faisaient carrément un. Voilà. Oui, c'est ce que j'appelais l'histoire. Voilà, l'Algérie, donc on a un pays qui est bâti carrément, où tout le système est bâti sur son armée. Voilà. Ce qui fait qu'elle a un poids important dans le système de gestion et même du pays. C'est la même chose un peu au Soudan, un peu parce que depuis 30 ans, c'est Béchir, certes, mais Béchir est issu d'un coup d'État, il est issu de l'armée et il gouverne avec ces mêmes gars de l'armée. Et donc on a dans les deux pays des armées qui incarnent à elles-mêmes le système politique de ces pays. Voilà. Et quand arrivent les révolutions dans ces deux pays, mais on va revenir au Soudan, ce qui fait le principal blocage, c'est que les révolutionnaires disent « nous voulons changer les choses ». Les militaires disent « ok, on a compris, on va aussi changer les choses ». Sauf que les révolutionnaires disent « attention, c'est vous qui êtes ces choses-là. C'est vous qui incarnez tout ce qu'on veut changer. Oui. Donc vous ne pouvez pas participer au changement. En ce moment-là, vous restez militaire dans vos casernes et vous nous donnez à nous la capacité à faire changer les choses. Ce à quoi les militaires disent non, nous sommes aussi soudanais comme vous, nous sommes l'institution la mieux organisée, nous sommes l'institution qui peut garantir l'unité de ce pays et donc nous devons participer à la gestion. Aujourd'hui, la solution est, bon, on négocie pas. En fait, je pense que tout ça, ça fait partie de la négociation. La négociation, c'est pas simplement se parler, c'est aussi des pressions qui sont faites autour. Donc, des moments on quitte à table, mais on quitte à table dans l'idée de faire revenir les négociations, etc. Aujourd'hui, je pense que pour le cas soudanais, il y a l'IGAD, qui avec la médiation éthiopienne, qui commence à entrer. Et donc, il faut laisser les initiatives à l'organisation sous-régionale qui est l'IGAD, mener les négociations par l'Éthiopie, d'autant plus que l'Éthiopie est un pays qui est en plein changement politique et le nouveau Premier ministre essaie de s'engager dans la voie de la transparence et de la démocratie, lui donner les coups de franche et appuyer justement les décisions qu'il prendra. Parce que le gros problème dans la communauté internationale, c'est que quand on mandate quelqu'un, on va voir d'autres personnes qui vont plutôt jouer en fonction de leurs intérêts. Les États-Unis, qui ont nommé tout récemment un médiateur spécial sur ces questions. Je pense qu'il faut confier la médiation à l'IGAD et soutenir les décisions que l'IGAD va prendre à travers son représentant éthiopien. Alors la situation est encore fraîche, assez lourde à Khartoum. Messieurs, vous qui analysez un peu les différentes crises, les situations sur le continent, dans quelle voie est-ce que les Soudanais doivent partir pour espérer dénouer cette crise ? On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'autre voie que la voie de la négociation. Mais encore, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, la situation va en s'enlisant parce que jusque-là, l'horizon n'est pas encore bien dégagé. Et moi, je dirais également qu'il faut que les pays de la région, les pays voisins qui ont chacun un intérêt dans cette zone-là. Je veux parler du Tchad, je veux parler de l'Égypte, je veux parler de l'Éthiopie. Chacun de ces pays a quand même flirté avec le système Béchir et il faut que dans une convergence de vues, que ces pays-là, par leur pression, par leur expérience également, puissent mettre face à face les différents protagonistes de cette crise, l'opposition politique, le Conseil militaire de transition, pour dire que, enfin, si Béchir est tombé, chacun y a quand même
jouer un rôle. Mais maintenant, il faut construire, il faut participer à la construction du nouvel État soudanais, ce qui ne va pas être facile, mais avec la participation des uns et des autres. Tout à l'heure, il a évoqué la question des États-Unis. Effectivement, les États-Unis ont un intérêt particulier à ce que le Soudan soit stable. Donc, il faut qu'ils y mettent également tout leur poids et toute leur expérience pour que, enfin, ce peuple-là puisse se projeter dans le futur. Alors vous, les militaires, est-ce la solution? Moi, je pense quand même que il y a des exemples de transition qui se sont bien déroulés dans ce maillage entre militaires et civils. On a tout près de nous la transition burkinabé qui a été conduite de la même façon avec Isaac Zida qui était le chef numéro 2 par exemple du RSP, mais qui a su porter son képi de leader de la transition. Donc il faut qu'on comprenne que l'armée peut participer à cette transition, pas forcément avoir les rôles majeurs. Et il faut aussi faire confiance, je suis d'accord avec Sylvain, à l'implication de l'IGAD. Pour moi, on doit soutenir cette médiation éthiopienne, lui accorder les moyens, lui accorder toute l'attention particulière et au moment où elle fera des propositions fortes, concrètes, en ce moment-là, toute la communauté internationale, l'Union africaine, l'ONU, les États-Unis, les pays du Moyen-Orient puissent accompagner, soutenir. Parce que si la communauté internationale n'arrive pas à unir sa voix pour mettre la pression sur ceux qui doivent la subir, on va s'enliser. Et à partir de ce moment, il faut que la transition ait des missions claires. La mission, c'est de rebâtir de nouvelles règles pour le fonctionnement de l'État. Donc, assurer la liberté, assurer la démocratie et que l'armée retourne dans son rôle d'armée, c'est-à-dire de protéger les frontières sous l'autorité du pouvoir politique qui va découler de cette transition que j'espère ne sera pas trop longue, au maximum 2 années, pour remettre le Soudan, qui est un pays important, avec des ressources naturelles importantes, dans une zone qui doit se stabiliser et il faut que ce pays-là reparte de l'avant avec beaucoup plus de démocratie et de bonne gouvernance. Alors peut-être une dernière question. Je voudrais ajouter que dans ces négociations qui vont se tenir, il faut toujours avoir à l'esprit de rassurer. Rassurer les militaires, rassurer les civils. Et parce qu'aujourd'hui, si on en est là et que les militaires s'entêtent à figurer dans le peloton de tête, c'est parce qu'il y a un passé récent, un passé de fait de répression, fait de rétorsion, fait de violence. Et ils ne veulent pas certainement que tout cela les rattrape maintenant avec un système qui va s'installer qu'ils ne maîtriseront pas. Donc il faut rassurer tout le monde. Déjà, on entend dire sur la question de Béchi, faut-il le remettre à la CPI, faut-il le garder à Khartoum? Moi, pour ma part, ce n'est pas pour le moment la question de fond. On peut peut-être juger Béchir après. Mais l'urgent aujourd'hui, c'est de contribuer à stabiliser ce pays-là, qui est un pays continent, plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est un pays, un conglomérat disons, une fédération. Donc si on y prend garde, on risque de s'enliser, de provoquer même à l'avenir des choses qu'on n'avait pas prévues. Il y a déjà la tension Darfour, il y a... La question du traitement du dossier Omar el-Béchir, est-ce que ce n'est pas une manière pour l'armée d'apaiser les populations pour leur dire « nous sommes là, vous avez fait chuter Omar el-Béchir, on s'occupe de le traduire devant la justice, s'apaiser un peu les tensions ». Ouais, il faut juste regarder un peu plus au nord, c'est-à-dire du côté de Al-Sisi, pour voir qu'on peut avoir des procès de façade, le temps de rassurer la population. Mais si ça peut contribuer à rassurer la population, de voir Omar el-Béchir devant les tribunaux, bien sûr. Mais de toute façon, il faut qu'il soit jugé lui aussi. Oui, il faut qu'il soit jugé. Mais moi, j'aurais souhaité qu'on garde d'abord ce dossier parce que la CPI, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et ça fait même partie des pièges à éviter, hein, parce que Béchir a géré avec un système militaire. Si Béchir a cassé des œufs, c'est que dans l'establishment militaire, là, il était bien avec des généraux.
Alors, donc, qui veulent il se y a, protéger aussi. il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans cette crise au Soudan. Comment comprendre cette crise au Soudan? On essayait d'ébaucher quelques éléments de réponse, mais surtout proposer des voies et moyens de solution. Soudan, quelle solution pour sortir de la crise? Nous en parlons aujourd'hui avec Dr Arthur Banga, enseignant-chercheur, spécialiste des questions militaires, et avec lui, Sylvain Debailly, journaliste consultant. Messieurs, merci pour vos éclairages et merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Medi 1 TV.